Coucou, bienvenue sur mon petit coin internet. Je m'appelle Elise, je parle de livres et aujourd'hui j'avais envie d'aborder les lectures qui font de moi une cana, une bourgeoisie, comme vous préférez l'appeler, mais en tout cas des livres qui slay et que je pense que tout le monde devrait lire pour un peu plus de silence de manière générale. Voilà, donc j'ai une petite sélection de livres. Voilà, j'espère que c'est des livres qui vont vous plaire. Moi, je les aime tous. Et ils se layent tous autant, les uns que les autres. Il y a un peu de tout. Il y a à la fois de la littérature classique, à la fois de la littérature contemporaine. Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction. Il y a de la BD. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Dans tous les cas, pas d'excuses pour ne pas se layer. Donc pour commencer, le premier livre c'est Les sorcières dans la littérature. Donc ça c'est un folio 2 euros. Donc quand je dis que vous n'avez aucune excuse pour ne pas se layer, c'est la vérité. J'ai acheté quand j'ai eu le pass culture, donc à 18 ans. C'est un peu une bible pour moi, j'avoue. Ça aborde plusieurs descriptions de sorcières dans différents livres. Donc c'est littéralement dans le nom quoi. En fait, comment est-ce que la figure de la sorcière, elle a évolué dans la littérature classique depuis Michelet. Donc, toutes les représentations des sorcières qu'on a pu avoir, quelles sont les symboliques qu'on leur met sur le dos, donc quelles sont les étiquettes qu'elles portent, quel est le côté mystique, est-ce que c'est des bonnes sorcières, des méchantes sorcières, enfin voilà. Bah, justement la sorcière comme du coup comme magicienne, comme femme fatale, comme personne qui du coup remet en cause aussi les normes patriarcales, etc. C'est un livre que j'ai prêté à ma mère et que pareil, elle a adoré. Enfin déjà, moi j'aime trop la couverture, elle est vraiment trop belle. Pour faire peut-être une présentation rapide un peu de ce qu'il peut y avoir, par exemple, on peut avoir des extraits, des contemplations. Du coup, ça commence donc avec La sorcière de Michelet, qui est l'un des premiers livres de sorcières qui a été écrit. On a par exemple du Roald Dahl, on a du Victor Hugo, on a du Shakespeare, enfin voilà, on a vraiment tous les côtés mystiques, plus rationnels, enfin ça apporte vraiment tout et c'est un petit livre de plage honnêtement, puisque de toute façon du coup c'est vraiment un folio de 12 euros donc forcément c'est des livres courts et enfin voilà, moi je l'aime trop, j'aime toutes les descriptions, enfin il y en a que je préfère plus que d'autres hein, mais je trouve que c'est vraiment un super livre pour aborder la question de la sorcière autrement. Et voilà, pour aussi se rendre compte de toutes les manières dont on a hérité la figure de la sorcière, qu'est-ce qu'elle représente aussi dans la société aujourd'hui, et voilà, d'où vient le mythe, et comment est-ce que ce mythe a été construit, et comment est-ce qu'il est raconté encore aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une super belle lecture, que je conseille vraiment énormément. Et puisque les Boss Ladies sont des sorcières, je pense que c'est une lecture obligatoire à avoir dans sa vie. Ensuite, la deuxième lecture que j'aimerais vous conseiller, c'est La Petite Bonne de Bérénice Pichat, en effet. Il est un peu plus gros, mais honnêtement, ça ne se sent absolument pas. Moi, c'est vraiment, je pense, mon coup de cœur absolu de 2025. C'est mes grands-parents qui me l'ont offert à Noël. Et c'est devenu littéralement directement un de mes livres favoris de tous les temps. Enfin, c'est absolument génial. Donc c'est un livre qui est très récent puisque du coup il a été publié en 2025 ou en 2024, je sais pas. Mais bref, voilà, c'est vraiment formidable. Ça raconte l'histoire d'une bonne, du coup, à Paris au début du XXe siècle. Donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est une bonne qui fait des ménages chez les bourgeois. Et notamment dans une maison où elle vient de commencer de faire des ménages et où la femme qui tient la maison, elle est très autoritaire. Et en fait, dans cette maison, donc il n'y a qu'elle, son mari et la bonne, qui ne vit pas à la maison. Elle a sa chambre de bonne autre part dans Paris, donc on la voit aussi traverser vraiment pendant l'hiver les rues de Paris en ayant extrêmement froid, avec un homme également qui est violent, etc., avec qui elle partage du coup sa chambre de bonne. Et donc dans la maison des bourgeois, il y a cette femme autoritaire qui lui fait vraiment des remarques tout le temps. Et il y a du coup le mari de cette femme qui est un ancien soldat, qui est une gueule cassée, mais vraiment extrêmement défiguré en fait, et qui ne peut plus parler, il ne peut plus bouger. Donc il est vraiment handicapé, mais malgré ça, il va y avoir une relation qui va naître, une relation platonique qui va naître entre la bonne et cette personne, cet ancien soldat, qui va essayer en fait de lui transmettre une certaine partie de sa culture, voilà, de l'héritage social qu'il a eu. J'en dis pas plus parce que ce serait un peu du spoil. Par contre, ce qui est vraiment génial,
Déjà la plume elle est super belle et en fait, il y a pas de chapitre dans le livre, c'est juste que pour passer d'un personnage à l'autre, donc on a 3 points de vue différents. On a la bonne, on a la maîtresse de maison et on a, le bonhomme, de gueule cassée. En fait, on a 3 styles d'écriture différents qui se suivent vraiment tous, merveilleusement bien. C'est vraiment du coup des micro chapitres qui doivent faire à peu près tous entre 5 et 10 pages maximum et en fait, il y a à la fois de la prose, il y a à la fois du vers libre, il y a, en fait, on a vraiment des styles différents d'écriture pour chacun des personnages. Donc en effet, la personne qui a fait de la gueule cassée, et ça va avec son parcours, c'est pour ça que j'en dis pas plus, il écrit vraiment en vers libre. On a la femme de maîtresse de maison qui, elle, écrit avec des phrases à rallonge, avec beaucoup d'adjectifs, etc. Parce qu'elle, elle est du coup dans une recherche de faire réinsérer dans la haute société. Et donc, elle ne parle que du beau, etc. Et de comment est-ce qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans cette nouvelle société, machin. Et on a la bonne qui, du coup, de par son statut social, fait des phrases beaucoup plus courtes, avec un vocabulaire plus réduit, mais qui exprime du coup ses émotions aussi directement, enfin vraiment frontalement au lecteur. Et donc voilà, ça c'est vraiment hyper touchant et c'est vraiment une lecture que je vous conseille fortement. Déjà parce que donc c'est pas vraiment du roman historique, un roman plutôt réaliste on va dire, notamment avec le passif du coup des personnages, etc. Et puis la fin aussi qui est extrêmement poignante. Pareil, je n'en dis pas plus, mais vraiment la fin est spectaculaire. Voilà, vraiment c'est un livre que j'ai énormément adoré et je pense que si vous aimez les mêmes genres de livres que je propose, celui-là devrait vraiment extrêmement aussi vous plaire, je pense. Cette fois-ci, le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est une BD. C'est une BD que pareil j'ai acheté avec le Pass Culture à la sortie de la terminale. J'en avais vraiment très très peu entendu parler, c'est juste qu'en scrollant sur la page du Pass Culture, j'étais tombée là-dessus. Et je l'ai acheté immédiatement parce que c'était vraiment passionnant. Et en effet, je l'ai lu peut-être en une demi-après-midi sur la plage. Alors pour le coup, quand je vais vous dire le type de livre que c'est, vous allez vous dire, mais elle est un peu folle de lire ça sur la plage, et j'avoue. Mais c'était très fun. Du coup, c'est L'homme sous pilule de Anne-Sophie Delcourt et de Lucie Marconi. Voilà, je vous laisse admirer également cette couverture qui est magnifique au demeurant également. Donc voilà, quand je dis que je l'ai lu sur la plage, alors il n'y a rien de sexuel dedans, enfin pas à mon souvenir en tout cas, mais c'est une BD vraiment très éducative sur en fait la contraception aujourd'hui. Donc en fait on suit un couple, on suit du coup le couple de ces deux personnes-là et la femme du couple qui maintenant refuse de prendre la pilule, elle refuse de prendre toute forme de contraception. Et donc en fait on va suivre ce couple dans leur recherche de contraception commune. Et donc comment est-ce que le copain il arrive à proposer à sa compagne de prendre en charge la contraception dans le couple. Et donc en fait il va rencontrer tout un tas de personnages tout au long de la BD qui vont lui présenter les différents types de contraception masculine qui existent aujourd'hui. Et honnêtement, on en apprend énormément. Alors, et voilà, donc c'est vraiment, les dessins sont vraiment superbes, c'est trop beau quoi. Et donc voilà, c'est un truc qui change vraiment pas mal de ce qu'on a l'habitude de lire. Et c'est vraiment très éducatif parce que forcément on apprend plein de choses dedans. Enfin moi j'ai découvert plein de choses. Notamment aussi ça aborde aussi les questions du coup de rapport au corps, de rapport aussi à la ménopause. Enfin voilà, on suit vraiment tout un tas de personnages tout au long du livre. Et donc avec cette trame de la contraception masculine. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même hyper important, très peu abordé, mais que je pense qu'on devrait aborder d'autant plus, qui quand même interroge sur les conditions des effets secondaires sur les femmes et du refus d'approfondir les recherches sur les contraceptions masculines. Voilà, donc sur aussi l'inégalité de traitement de genre face à la médecine, etc. Donc voilà, ça c'est des questions qu'on aborde aussi dans la BD plutôt en filigrane, mais qui ressortent quand même. Et voilà, donc c'est vraiment une BD qui est super douce, super belle et que je vous conseille. En tout cas, une BD vraiment qu'il faut lire dans n'importe quel cadre, que vous soyez en couple ou pas. C'est vraiment une BD qui est super intéressante et dans lesquelles vous allez forcément apprendre des choses. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, le quatrième livre dont je voulais parler, c'est un livre dont j'ai déjà parlé précédemment, mais je trouve que je ne lui ai pas fait suffisamment justice. Et donc c'est Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Bah pareil, parce que forcément ça rentre excessivement bien dans le thème des boss ladies. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas un livre qui rentre pas dans cette catégorie, c'est vraiment celui-ci.
pour refaire l'histoire, donc c'est un avocat qui en fait a eu une expérience professionnelle qui l'a dégradé dans sa hiérarchie et qui donc, malgré le fait qu'il ait fait des très grandes études de droit, il a fait Harvard ou alors il a fait... non, je crois qu'il a fait Columbia. Et bah, il se retrouve à être toujours juge, enfin plutôt avocat du coup de comparution immédiate. Et dans ce cadre, il va rencontrer une personne qui du coup doit représenter pour le tribunal et avec lequel il va passer un accord, lui dit que il peut alléger sa peine si il lui donne des informations sur la pègre, parce que cette personne est susceptible du coup d'avoir des informations sur la pègre de la ville en question. Et donc cette personne accepte. Et dans le même temps, en fait, cet avocat, il va se retrouver à avoir une proposition de la part justement de la pègre également de la ville, qui va lui dire très bien, nous on peut t'engager si tu veux, juste pour être présent dans notre strip club pendant 2 heures par semaine. Juste tu es dans le strip club et tu réponds aux interrogations juridiques des stripteaseuses de la maison. Et donc il va se poser mille et une questions. Finalement, il va finir par accepter ce poste. Il va rencontrer d'autres personnes à qui on a fait les mêmes propositions. Et donc on va le suivre tout au long de cette enquête sur la pègre et tout au long aussi du jugement de la personne du coup qui doit représenter dans sa juridiction. Et voilà, donc tout ce rôle aussi, comment ça va se mélanger avec oui, les relations qui vont naître entre donc cet avocat et les stripteaseuses du club, et la manière du coup dont il va se retrouver impliqué malgré lui dans certaines affaires de la pègre. Enfin voilà, donc c'est vraiment un livre qui est super intéressant. Et donc Ian Levinson, comme je l'avais dit la dernière fois, il a écrit beaucoup de livres politiques, notamment sur le chômage aux États-Unis, sur justement la justice à deux vitesses, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est super top. Là aussi c'est un cadeau qu'on m'avait fait, c'était mon oncle qui me l'avait offert à Noël de l'année dernière également. Et voilà, et je l'avais énormément kiffé aussi. Je pense que honnêtement c'était mon top 2 entre La Petite Bonne et celui-là. C'était vraiment mes top 2 de lecture de l'année dernière. Et c'était 2 fois des cadeaux, donc j'étais très très contente. Le prochain livre, c'est une enquête anthropologique cette fois-ci de Anne Monjaret sur les pin-up. Donc, par contre, je peux pas vous montrer la couverture en entier parce qu'elle est assez pas YouTube friendly. Mais bref, donc c'est voilà, je fais de mon mieux. Donc c'est une enquête anthropologique de Anne Monjaret qui s'intéresse à la représentation de la pin-up dans les ateliers d'usine au XXIe siècle. Et en gros, en fait, elle fait cette enquête à la suite d'un autre travail qu'elle a déjà fait. Et ça, c'est une enquête vraiment à la fin de sa carrière de chercheuse, qui du coup mêle des réflexions qu'elle a eues tout au long de sa carrière, et notamment sur la disparition de ces figures féminines dans les usines. Et donc, en fait, dans une réflexion plus générale sur la transformation des espaces de travail, sa personnalisation, elle s'intéresse justement à ce que ces représentations des pin-up, elles apportaient dans les espaces d'usine, en particulier dans les manufactures, etc. Comment est-ce que ça permettait en fait d'habiller l'espace, de le rendre plus friendly, et comment et pourquoi est-ce que ça disparaît aujourd'hui. Et aussi elle s'intéresse aux représentations et au rôle qu'avaient ces pin-up en tant que créateurs de liens en fait dans ces ateliers. Notamment par exemple il y en a qui vont être plus ou moins intégrer, enfin devenir vraiment des vraies figures de l'usine, c'est-à-dire que par exemple comme le mannequin piece, ils vont lui changer ses vêtements, enfin ils vont lui coudre des petits vêtements à la taille du mannequin qui est accroché par rapport aux saisons, ils vont l'habiller différemment. Parfois elle va avoir un nom et elle va être intégrée vraiment au processus récréatif. Et donc aussi comment est-ce que ça a à voir justement aussi avec la féminisation des usines, avec la flexibilisation du travail, la normalisation des espaces de travail en tant qu'espace neutre, et donc en espace il y a des figures du coup qui vont être plus ou moins sexualisées. Donc, par exemple des filles de catalogue, des pin-up de catalogue qui datent par exemple d'il y a des dizaines d'années, qui continuent d'être affichées, non pas pour avoir la date, mais pour avoir de la vie, enfin de la présence dans l'espace de travail, donc pour rendre l'espace plus agréable. Et voilà, donc se sentir plus à l'aise dans le travail. Mais à contrario, il y en a qui sont vraiment affichés pour leurs attributs physiques, etc. Donc ça revient aussi du coup sur la sexualisation de la femme. Et du coup, comme je le disais, sur la féminisation de l'espace de travail, comment est-ce que ces figures de pin-up, elles vont être mises en question par les travailleuses au sein des usines. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est hyper intéressant. Et donc, comme je l'ai dit, je peux pas vraiment montrer la couverture, mais en fait, au milieu du livre, il y a toute une enquête aussi de photographie de Anne Monjaret, justement, sur son terrain d'enquête, où elle expose plein de photos dont on entend parler tout au long de l'enquête,
des différents espaces de travail qu'elle a rencontrés. C'est pas forcément que l'usine, ça peut aussi être par exemple des espaces dans les hôpitaux, etc. Un autre livre que je voulais aborder, c'était, je pense que vous connaissez, c'est La métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Donc c'est sa première autobiographie de ses 3 à 5 ans, grosso modo. Mais je pense que c'est quand même une bonne lecture de Tana, dans la mesure où c'est une fille, Amélie Nothomb, qui comprend tout ce que les gens lui racontent autour d'elle depuis qu'elle est très jeune, mais qui juste considère qu'elle est trop bien pour eux pour parler en fait. Et ça va tellement loin que donc elle comprend tout ce que sa nounou elle lui raconte, etc. Mais juste elle la trouve un peu trop bête pour elle. Et donc en fait elle réfléchit pendant longtemps à quel est le premier mot qu'elle va dire pour tous les choquer. Et ça je trouve que c'est quand même vraiment une attitude de Tana. Et donc elle arrive et le premier mot qu'elle dit c'est aspirateur. Voilà, donc elle choque tout le monde puisque la meuf elle a 3 ans, elle a jamais dit un mot de sa vie et le premier mot qu'elle va dire c'est aspirateur. Voilà, donc je pense que c'est quand même vraiment une bonne attitude de Tana dont il faut s'inspirer au quotidien. C'est le seul livre de Amélie Nothomb que j'ai lu pour l'instant, mais je prévois de lire Stupeur et Tremblement cet été. Mais voilà, et il y a eu une adaptation aussi en film, enfin un film de dessin animé pour les enfants l'été dernier. Donc je pense que ça va aussi créer des nouvelles générations de Tana. Donc voilà, je vous recommande également Les Métaphysiques des tubes pour avoir une vie de Tana dès le plus jeune âge. Enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, alors pareil, je l'avais découvert, je ne savais pas qu'il existait, mais j'étais très contente quand je l'ai reçu aussi. Celui-ci, il me semble que c'est moi qui l'ai acheté, et c'est la biographie de Rosa Parks, enfin son autobiographie même. Alors comme je vous l'ai dit déjà, je suis assez mitigée quant aux biographies et surtout aux autobiographies, puisque c'est vraiment un roman personnel en fait. Pour le coup, c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, qui retrace vraiment son parcours depuis, enfin, avant même qu'elle soit militante, c'est-à-dire son parcours de travailleuse, pareil, de femme dans un milieu du travail très complexe, très peu ouvert aux femmes, et encore plus les femmes noires qui, du coup, en plus de ça, subissaient la ségrégation. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à s'asseoir dans le bus, et après tout ce qui s'en est suivi. Mais en fait, ça revient aussi sur son entourage, c'est-à-dire que Rosa Parks, elle écrit pas que sur elle-même, elle écrit aussi sur les personnes qui l'ont entourée. Et notamment, elle explique que si elle a pu faire ça, c'est aussi parce qu'elle était dans un espace social qui était extrêmement favorable à la résistance, puisque son mari lui-même était un militant anti-ségrégationniste, et lui, par contre, qui était dans la branche violente, c'est-à-dire qu'il avait un groupe d'activistes autour de lui qui vraiment fomentaient des attentats, qui disposaient d'un tout un arsenal d'armes avec eux. La biographie, je crois que ça s'arrête aux alentours des années 2005, donc ça va pas jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça s'arrête aussi sur la manière aussi dont dont elle a vécu du coup le mouvement plus général du Civil Rights Movement et aussi la diversification du milieu politique, etc. Donc il y a des réflexions qui sont hyper intéressantes et qu'on peut aussi mettre en miroir par rapport à la situation actuelle des États-Unis, avec du coup un recul extrêmement fort justement de cette diversité, du bannissement de certains mots, etc. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une lecture hyper utile. Ça conclut un peu la vidéo. J'espère que vous aurez trouvé de bonnes références de lecture pour cet été, pour un peu énerver les masculins sur la plage.